Rural, urbain, la solidarité ne se décrète pas, elle se construit. C'est le thème de nos débats cet après-midi et thème qui sonne comme un slogan, comme un mot d'ordre, cette solidarité qui ne se décrète pas mais qui va se construire. Comment on la construit? C'est ce dont on va parler et un débat qui va s'organiser en deux temps. D'abord, mieux prendre en compte les services rendus à la nation par les communes rurales et puis dans un deuxième temps, des solidarités pour mieux coopérer, comment instaurer les bénéfices mutuels. Cours pour présider nos débats cet après-midi, j'appelle Karine Gloanec-Morin, présidente de la communauté de communes des Collines du Perche et qui est la coprésidente de la commission des communes et des territoires ruraux, qui a son fan club apparemment, des applaudissements mérités bien sûr, et qui co-préside cette commission avec Cécile Gallien, qui est maire de Vorey-sur-Arzon dans la Haute-Loire. Vorey-sur-Arzon, c'est 1450 habitants. Cécile, et puis Karine, votre communauté de communes des Collines du Perche, c'est 12 communes, mais 6100 habitants. Et donc là aussi, il faut avoir l'énergie de coopérer, de trouver les outils du développement. Et pour en débattre avec nous, maintenant nous rejoignent Bertrand Hochecorne. Bertrand Hochecorne qui est maire de Marot-au-Pré. C'est dans le Loiret. Bertrand qui est aussi le coprésident de la commission transition écologique de l'AMF, puisque notre première séquence, bien sûr, va faire toute la place qui est nécessaire à la biodiversité, aux problématiques environnementales quand on parle des services rendus à la nation par les communes rurales. Avec nous également Philippe Gamin. Philippe Gamin est maire du Noyer. C'est une petite commune, 211 habitants en Savoie, mais c'est surtout pour lui la responsabilité du parc naturel régional du Massif des Bauges, dont il est le président, et un PNR qui réunit 67 communes et 67 000 habitants. Et vous êtes également premier vice-président de la Fédération nationale des PNR. J'invite maintenant à nous rejoindre Christine Deneville, maire de Vic-sur-Breuil. Christine Deneville, Vic-sur-Breuil, c'est 1330 habitants en Haute-Vienne. Et puis avec nous également Josiane Corneloup, qui est la présidente de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, qui est aujourd'hui députée de Saône-et-Loire et ancien maire de Saint-Bonnet-de-Joux, qui est une petite commune de 770 habitants. Et également Marie-Christine Loyer. Marie-Christine Loyer est maire de Louvilliers-les-Perches, c'est en Eure-et-Loire, et elle est présidente du pôle territorial du Perche. Louvilliers-les-Perches, c'est 179 habitants, mais un pôle territorial dont vous allez nous parler. Et avec nous pour cette première séquence de débat, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la ministre, prenez place. Bien sûr, un secrétariat d'État qui est rattaché au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, séquence, mieux comprendre en compte les services rendus à la nation par les communes rurales. Et je me tourne vers Cécile Gallien pour peut-être mesurer ces services rendus. On parle beaucoup depuis quelques années des aménités rurales, ce mot qui n'est pas toujours très bien compris. Alors en effet, d'abord je voudrais saluer Madame la Ministre, remercier mes collègues ici présents sur scène mais aussi dans l'auditoire. Oui, c'est vrai que ça fait 5-6 ans qu'on parle des aménités. Alors les aménités, c'est ce qui est agréable à voir, à sentir. Ça peut être une définition de l'Académie française, je crois. Mais c'est surtout les services rendus par les territoires ruraux à la nation. Vous savez, depuis que l'INSEE a fait ce travail suite à l'agenda rural, que 88% du territoire français, hexagonal, est rural. Et sur ces 88% d'espace, y vivent un tiers des habitants. L'espace, alors on espère qu'un jour, on va y arriver, Madame la Ministre, doit être considéré, il a une valeur importante pour la nation, et je vais essayer de le décliner. Et il faudrait qu'il, quelque part, il puisse avoir une réalité économique et peut-être même un prix. Qu'est-ce qu'apportent les territoires ruraux à la nation? C'est l'eau, par exemple. L'eau des montagnes qui descend jusqu'aux vallées, jusqu'aux villes, jusqu'aux océans. Et vous qui êtes élu de Haute-Loire, dans le bassin de la Loire, c'est là le château d'eau, on va dire. Alors, le réchauffement climatique étant là, les choses changent très vite aussi. Donc,
D'où la nécessité de considérer d'autant plus l'espace comme étant une richesse pour la nation. Donc l'eau, l'aval, l'amont, il faut qu'il y ait des solidarités. Il faut que, par exemple, à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, on majore les aides pour les communes en ZRR, en zone de revitalisation rurale, où on leur permet même d'être financés sur un certain nombre de choses, entre autres les tuyaux, entre autres les interconnexions entre réseaux, parce que l'eau, c'est vital. Donc c'est l'eau. Ensuite, c'est la forêt. Aujourd'hui, si on veut, Madame la Ministre, tous ensemble, et on le souhaite, contribuer à la transition énergétique, c'est-à-dire à créer de l'énergie renouvelable, il faudra que les communes rurales le fassent, que les espaces ruraux le fassent, et on est engagé pour le faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit aidé pour le faire. Et si on le fait, on le fera pour la nation. On ne le fera pas uniquement pour les habitants des territoires ruraux. Donc l'espace, c'est aussi de l'énergie renouvelable possible. L'espace rural, c'est aussi la forêt. Même si on fait le job en termes d'énergie renouvelable, il nous faudra maintenir les forêts qui sont des puits de carbone. Absolument, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Et les espaces ruraux sont vivants. Et vous le savez, ou j'espère que vous le savez, avant le Covid, depuis le Covid et après le Covid, on assiste à une migration interne, intra-française, on va dire, presque des urbains vers les territoires ruraux. L'endroit où il y a plus de migration, c'est vers les communes rurales. Alors vous me direz, ça pèse pas beaucoup, sauf que pour nous, c'est vital d'avoir des foyers en plus. C'était le thème de notre débat l'année dernière et on avait montré tous les effets, même s'il n'y a pas eu un grand exode urbain, il y a eu des effets sensibles et absolument vitaux aussi pour vos communes. Tout à fait. Et ces territoires ruraux sont des territoires actifs et productifs. 30% de l'emploi industriel français est dans les communes rurales et 70% de l'emploi industriel français est dans les communes de moins de 20 000 habitants. Ça veut dire l'espace rural. Toutes ces réalités, il faut en parler et il faut qu'elles soient prises en considération, mieux prises en considération par, on va dire, les acteurs publics, mais aussi privés. Je m'en arrête là. Alors, les ressources, l'eau, l'énergie, mais aussi des territoires de production, des territoires de services. Vous preniez l'exemple de l'eau, et ben justement, on va passer peut-être et commencer notre tour de table avec votre voisin qui lui aussi est dans le bassin de la Loire, mais un peu plus bas puisqu'il est dans la métropole d'Orléans ou juste à côté d'Orléans. Bertrand Hochecorne, cette commune de Marot-au-Pré, 1775 habitants dans le Loiret, et puis des projets que vous avez voulu mener pour reprendre la main, reprendre pied sur les rives du fleuve, avec des difficultés que vous avez rencontrées. Oui, alors je ne suis pas tout à fait dans la métropole, je ne cherche pas à y entrer, je cherche le côté rural, mais plus sympathique et plus facile à gérer. Mais c'est vrai que l'eau que Cécile m'envoie, et j'espère de bonne qualité, je l'en remercie, voilà. Mais je suis 400 km plus loin, je suis en bord de Loire, ma commune à 7 km de bord de Loire, et de bord de Loire très, très sauvage, donc une très riche biodiversité. D'ailleurs, nous avons dessus une réserve naturelle régionale, qui est la seule réserve naturelle régionale, je crois, de la région Centre-Val de Loire. Et puis, des biodiversités sur la Loire. Il y a même eu 4 laboratoires universitaires qui ont travaillé pour la renaturation de la biodiversité, la renaissance de la biodiversité après avoir arasé une île. Donc c'est vraiment très important. Et la Loire qui est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Voilà. Et il se trouve que c'est quelque chose d'assez classique, en tout cas sur les bords de Loire sauvages. Je sais que j'ai entendu des exemples en Maine-et-Loire et ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de marginaux qui viennent s'y installer parce qu'on est un peu retiré. Donc j'ai pas mal de marginaux qui arrivaient ou d'autres personnes qui veulent se faire des petits jardins et vraiment la biodiversité en pâtit. Et donc nous avons lancé une grande opération pour récupérer, un peu comme le patrimoine du littoral l'a fait pour acheter les terrains, essayer de racheter toutes les 500-600 parcelles qui existent. Un petit conservatoire communal. Un conservatoire communal. Mais pour une commune de ma taille, évidemment, c'est monstrueux comme chose. Sauf que on a été aidé par... D'abord, j'ai fait un appel à la SAFER du Centre-Val de Loire, qui a fait le travail avec ils se sont fait payer bien sûr, mais un financement européen leader à 80%, et ils ont repéré les 500 propriétaires, envoyé des lettres,
on a fixé un prix qui était trop bas pour les propriétaires qui étaient intéressés, mais on a déjà un certain nombre de ventes qui sont promises. Et après, pour faire la vente, là maintenant, acheter autant de terrain, il y a un côté financier qui va être important, mais évidemment, c'est sur du long terme qu'on le voit. Et on est passé par l'établissement public foncier local Cœur de France, là, qui est sur 5 départements, même la région Centre-Val de Loire, qui va faire l'achat des terrains et puis nous les recéder après. Donc finalement, grâce à la SAFER et à l'EPFLI, on a cette possibilité d'avancer dans cette étape-là, mais ça va être long, mais je pense que c'est important. En plus, on voudrait vraiment, parce qu'on est très soucieux de la pédagogie de la biodiversité. Il y a 5-6 ans, j'ai déjà ouvert un sentier de découverte dans lequel sont expliqués tous les avantages de la biodiversité sur le bord de Loire. J'ai voulu faire un observatoire, mais alors là, la préfecture de Loiret m'a mis tellement d'embûches que j'ai renoncé. On arrive à renoncer des fois. Mais par contre, là, on pourrait énormément avancer et créer un chemin piéton dès qu'on aura suffisamment de parcelles pour que les gens puissent en profiter, d'une part, et puis respecter ces espaces qui sont fondamentaux, comme l'a dit Cécile, pour la biodiversité, ça fait partie des aménités rurales. Malheureusement, il y a une... Alors, je veux dire, j'en ai parlé à Madame la Ministre tout à l'heure, je ne suis pas revendicateur, mais je veux dire que la dotation des aménités rurales, biodiversité, la dotation de biodiversité. Et je reconnais les gros efforts qui sont faits, 10 millions d'euros, 23 millions, 40 millions, 100 millions. Donc on avance bien, les choses seraient peut-être à redéfinir, mais nous on n'a rien parce qu'on a une petite bande en bord de Loire, 50 mètres fois 7 km, ça fait quand même pas tant que ça. Et donc j'encourage à ce qu'on aille peut-être un peu plus bas et qu'on considère la surface et non pas la proportion de la surface dans le calcul de cette biodiversité. Mais je pense qu'on va encore avancer sur la réflexion sur cette dotation. Alors, dans votre intervention, il y a beaucoup de points qui vont nourrir notre débat. Il y a d'abord la question des zonages, quand on est avec des dispositifs d'État, des dispositifs qui sont autant de leviers financiers dont on a besoin. Il y a l'aspect conservation et biodiversité. Il y a l'aspect aussi aménagement et puis empêcher des usages sauvages, des usages qui ne seraient pas adaptés. Ce qui veut dire aussi des populations nouvelles, pas forcément intégrées, pas forcément qui ont envie de s'intégrer aussi. C'est des sujets peut-être qui vont nourrir notre débat. On va continuer le tour de table, mais j'ai passé de ce côté avec Philippe Gamin, qui est maire du Noyer. Tout à l'heure, je disais, c'est une petite commune en Savoie, 211 habitants, mais vous êtes le président du parc naturel régional du massif des Bauges, et là, c'est 67 000 habitants, 67 communes. Vous êtes d'ailleurs le premier vice-président de la Fédération nationale des PNR. Et le PNR, eh bien, c'est d'abord un territoire de projet. Mais là, c'est un territoire de montagne dont il faut comprendre aussi le positionnement, la géographie. Un territoire qui est entouré de grandes villes, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Albertville. Alors, quand on parle solidarité rurale-urbain, avec vous, on est tout à fait dans le débat. Effectivement, Madame la Ministre, bonjour, chers collègues, Mesdames, Messieurs. On est un contexte particulier, ce parc du massif des Bauges, 600 000 habitants au pied du massif et un territoire qui a été oublié, qui est resté très discret et donc préservé. Et aujourd'hui, c'est une vraie chance. Et on le met en avant, cette chance, en disant ce territoire-là, et c'est un territoire vivant, habité, même si les parcs PNR sont des parcs naturels et sont là pour préserver les paysages, sont là pour préserver la biodiversité, mais sont là également pour maintenir une activité économique ancrée sur le territoire. Ce n'est pas un territoire sous cloche, bien au contraire. Et d'ailleurs, vous avez des projets, vous voulez porter le développement de ce territoire. Bien sûr, c'est un territoire qui se développe à sa manière. Et là, l'importance de faire à notre manière. Et quand on dit les parcs naturels régionaux sont des projets de territoire, on écrit à travers une charte qui est notre document stratégique pour les 15 ans à venir, la seule collectivité à qui on impose cet exercice, mais on y tient. Et au bout de 15 ans, si on n'a pas réalisé nos actions, on peut perdre notre label. Oui, donc, vous dites d'ailleurs on y tient, ce n'est pas une contrainte, c'est aussi un outil pour penser le long terme. Et vous l'évoquiez d'ailleurs, c'est que on a été un peu oublié, mais finalement, c'est peut-être une chance aujourd'hui de pouvoir aborder ces questions de long terme. Exactement. Donc, pas de compétences réglementaires, mais des missions, et ce qui permet d'aller à
à 360 degrés dans l'ensemble des enjeux que sont le territoire, les spécificités du territoire. Et c'est écrire ensemble un projet de territoire en fonction des enjeux et s'engager. Les adhérents de base d'un PNR sont les communes, il y a un engagement, on signe la charte, les départements, les régions, c'est compétences régionales. Là est toute l'importance du projet et de s'engager vers un projet de territoire. Pourquoi ? On se questionne sur le pourquoi avant tout. Pourquoi on veut protéger ce territoire ? Et à travers, en répondant à ce pourquoi, on embarque tout le monde. Les élus locaux, évidemment, en première ligne, mais la population. Et nous, on se dit aujourd'hui, ce territoire-là, il a une responsabilité. On va en parler après, des solidarités urbain-rural. Effectivement, ce sont des territoires qui ont été préservés. Donc, effectivement, ce sont des réservoirs de biodiversité, mais de production alimentaire, de ressources naturelles, a été évoqué l'eau tout à l'heure, de production d'énergie renouvelable également, pourquoi pas, c'est un sujet actuellement. Et la ville apporte à ses habitants ruraux autre chose, d'autres services qui sont finalement aussi de la proximité. Et le pourquoi, de plus en plus, on se dit, mais ce sont des territoires d'abord qu'offrent des logements, certaines personnes qui souhaitent habiter en milieu ruraux, mais on veut le préserver parce que plus ce territoire il est en bonne santé, plus la nature est en bonne santé, plus les humains qui habitent vont être en bonne santé. Et on ne parle pas que de la santé physiologique, mais également la santé mentale, et on le démontre de plus en plus. Quand on se sent bien dans un environnement, que ça soit rural, un environnement rural, mais urbain aussi, et les villes font des efforts dans ce sens-là, c'est ça qui nous guide. Et on trouve des biens communs, du coup. On peut trouver le paysage qui est on dit, ben on est là, on préserve les paysages. Pourquoi on préserve les paysages ? Pourquoi on se sent bien dans un paysage ? Un beau paysage, c'est quoi ? C'est un paysage dans lequel on se sent bien. Et se sentir bien... Et là, on retrouve la définition de l'aménité, qui est exactement cela. Ça en fait partie. Et cette approche qualitative. Alors, la ressource à protéger, mais aussi du développement à apporter. Et ça, c'est aussi ce qui est dans votre charte pour le PNR, avec des contrats, avec aussi le maillage de ce territoire. Quand on dit qu'il faut que les habitants y vivent bien, c'est qu'ils y aient aussi les services dont ils ont besoin. Et c'est là qu'il faut effectivement bien définir ensemble la capacité d'accueil aussi de ce territoire. Ce sont des territoires fragiles, on ne peut pas accueillir indéfiniment, préserver la qualité de vie et avoir ce courage, et là ça revient aux élus locaux que l'on est, que nous sommes, d'avoir le courage de dire le développement que l'on veut, il va jusque là, et il est plutôt là, et il n'est pas forcément là. Et donc du coup définir, et je trouve que l'outil ZAN est un outil formidable si on est intelligent et si on nous laisse la possibilité de le mettre en œuvre. L'objectif a été fixé par le gouvernement et c'est très bien, il est chiffré. Maintenant, sur les moyens et sur le comment, il faut vraiment laisser les territoires mettre en œuvre les méthodes. Et on saura le faire en structurant, en ayant une ossature du territoire. Ça demande un courage politique important, vraiment. Mais si on est autour de un objectif qui rassemble le plus grand nombre, là je parlais du bien-être. On va dire, on se sent bien sur le territoire. Ça peut être un objectif commun et qui parle à tout le monde et qui rassemble tout le monde. À ce moment-là, on se met en œuvre pour dire, voilà, on veut garantir la qualité de vie de nos habitants, on veut être capable d'accueillir, et on sait pourquoi on est un territoire d'accueil. Parce que aller faire se ressourcer, s'émerveiller devant des paysages pour des urbains, vous l'avez dit, 600 000 habitants autour du massif, mais se sentir bien, se reconnecter avec la nature. On a un besoin criant de se reconnecter. Et ce n'est pas grand-chose, ça peut être juste un petit pique-nique, une balade dans la nature. Pourquoi ? Pour redévelopper à nouveau notre senti, et c'est extrêmement important, c'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des humains. On s'est beaucoup trop éloigné de notre senti, et c'est vraiment ce qu'il faut préserver et remettre en avant le maximum et redonner du sens. Et à travers des outils comme, on en parlera après, les contrats de réciprocité qu'on a mis en place dans les parcs, entre les villes à proximité, qui définissent qui fait quoi et qui va bien définir le rôle et montrer, sensibiliser, ça c'est tout un travail pédagogique, que c'est un équilibre
un équilibre d'aménagement du territoire, que le rural sert l'urbain et que l'urbain sert le rural. Ça, il faut le redémontrer, mais je laisserai mes collègues après, parce que c'est des Mais vous apporterez questions. aussi quelques preuves de cette réciprocité. C'est ça. Une réciprocité qui se fait déjà avec les agglos qui sont les portes du parc. Hein. Quand on promeut, par exemple, le tourisme dans votre parc naturel régional, eh ben, de fait, il y a une coopération qui se fait entre les offices des agglos et puis vous-même, qui se fait même au-delà de cela, avec la ville de Grenoble, me disiez-vous, quand on préparait le débat. Hein. Et c'est aussi ces complémentarités rurales-urbains qu'il faut peut-être mieux formaliser, mieux organiser quand on parle des solidarités. Et justement, votre voisine, Christine Deneville, qui est maire d'une commune de Haute-Vienne, une commune de 1330 habitants, Vic-sur-Breuil, insiste beaucoup sur ce mot de solidarité. Oui, en fait, pardon, Madame la Ministre, chers collègues, quand j'ai été invitée à ce débat, et que j'ai lu Solidarité, je me suis dit, attends, de quoi on parle? Le secours pop, enfin voilà. Et j'ai été voir ce que ça voulait dire solidarité, je l'ai écrit pour ne pas me tromper, ça veut dire rapport existant entre des personnes qui ont une communauté d'intérêts et qui sont liées les unes aux autres. Voilà, la solidarité rurale-urbain, donc c'est dans ce cadre donc que ça se passe. Donc c'est pas je fais un cadeau à quelqu'un. D'abord, on est liés. On est liés et on a une communauté d'intérêts. Et pour ceux qui sont dans la salle et qui peut-être sont comme moi des élus déjà depuis un certain temps, des élus ruraux, moi j'ai souvent eu le sentiment dans mon rapport à ma métropole qu'au fond la métropole nous faisait grâce de ses services. Vous voyez, on était le monde rural qui est en partenariat avec sa métropole, mais où parfois on veut rentrer dans la métropole parce qu'on aura les mobilités, où on aura la métropole, les piscines, enfin des choses comme ça. Tous ceux qui avaient quelque chose à apporter on était un peu redevables d'une certaine façon. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans les temps où nous sommes aujourd'hui, on a déjà évoqué le changement climatique, la transition énergétique, c'est que je ne crois pas que les ruraux ni les urbains soient réellement conscients de l'inversement des dépendances. Aujourd'hui, une grande métropole, on le sait, à terme, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, il y a monsieur et madame du GIEC seraient beaucoup plus précis que moi, auront fondamentalement besoin, et ont déjà fondamentalement besoin, du territoire que nous portons. Et donc, on est en train, me semble-t-il, d'inverser, en tous les cas, une certaine forme de dépendance. On nous demande, c'est la loi de l'accélération des renouvelables, d'être des territoires d'accueil pour fournir de l'énergie. Et de production. Et de production. Je ne discute pas là, est-ce qu'on a envie d'éoliennes ou d'agrivoltaïsme. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mon propos est de dire, aujourd'hui, sans nous, la nation n'y arrivera pas. C'est ce que les ministres nous disent, c'est ce que le GIEC nous dit, c'est ce que tout le monde nous dit. Et comment est-ce que cette nouvelle dépendance inversée, elle est reconnue? Comment est-ce qu'on est reconnu? Et je ne suis pas sûre que ce soit déjà rentré dans vraiment l'esprit de tout le monde. Merci. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire que c'est la nation qui doit reconnaître qu'il y a une espèce d'évolution qui est en train de se faire vers les territoires ruraux. Et je dirais non seulement les territoires, mais aussi les gens qui y habitent. Parce que, encore une fois, moi j'ai une secrétaire de mairie qui adore les éoliennes, ce n'est pas le cas de tout le monde. On nous demande de mettre des éoliennes. Je comprends, j'ai aucun problème de compréhension par rapport aux enjeux énergétiques, qui sont des urgences. Les agriculteurs seront rémunérés qui portent ça. Pour l'agrivoltaïsme, c'est la même chose. Pour les méthaniseurs, c'est la même chose. Est-ce qu'on demande leur avis autrement que par des pétitions? Est-ce qu'on prend en compte les personnes? Il faut que les habitants y trouvent leur intérêt. Absolument, il faut que les habitants y trouvent leur intérêt. Parce qu'on ne peut pas seulement leur dire « Ah ben vous faites quelque chose de formidable pour la nation ».
Vous comprenez? Ça ne peut pas s'arrêter là. Ce changement d'interdépendance, il doit reconnaître à la fois le territoire, mais aussi ses habitants. Et ça me semble vraiment complètement fondamental si on veut que les choses arrivent et se passent. C'est la même chose pour la forêt, et puis quelque chose qui était un peu comme l'air qu'on respire et qu'on ne voit pas sur les systèmes alimentaires. Et Absolument. on prend conscience aujourd'hui de l'importance de ces systèmes alimentaires de production et de qualité. Et je pense qu'il faut qu'on voit, mais on en discutera après au cours de la table ronde, il faut vraiment qu'on ait 2 strates de réflexion. Une strate qui soit complètement au niveau de la nation, la prise en compte de ce reversement d'interdépendance, et puis les collaborations locales, parce que l'alimentaire, la forêt, on sait, la forêt, en particulier le bois énergie, au-delà de 100, 130, 150 kilomètres, c'est trop loin. Donc il y a à la fois du local et à la fois du national. Alors vous nous dites aussi, oui, retrouver de la proximité urbain-rurale sur certains sujets, et puis bien d'autres thèmes qu'on pourra aborder à partir d'exemples concrets de votre commune. Mais on continue le tour de table et le voyage dans la France, puisque on va maintenant du côté de Saint-Bonnet de Joux, et puis de votre territoire dont vous êtes aujourd'hui député du département de Saône-et-Loire, mais vous êtes ici, Josiane Corneloup, la présidente de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Ces pôles territoriaux, ces pays, souvent, ce sont des structures de projet, là aussi, des structures de développement. Comment on y intègre aujourd'hui cette dimension de solidarité et cette dimension environnementale, cette dimension aussi qualitative? Merci, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, je crois que cela a été rappelé. Nous sommes dans un contexte très particulier aujourd'hui. Un contexte de transition écologique, transition énergétique, transition alimentaire, agricole, sociétale. Donc, face à des défis et des urgences majeures qui vont imposer que les territoires se réinventent et une approche différente de leur fonctionnement. Je crois que nous ne sommes plus du tout dans la compétition, nous ne sommes plus du tout dans une vision solitaire. Il faut travailler ensemble. Et ça n'est pas simple. Alors, effectivement, je préside l'Association nationale des pays et pôles territoriaux ruraux. Et c'est un petit peu la culture, l'ADN des pays et des pôles territoriaux que d'établir un projet de territoire. Et un projet de territoire, c'est quoi? Eh bien, c'est une vision à moyen long terme, à 15-20 ans de ce territoire, qui est donc une vision stratégique, qui est une vision partagée par tous. Et quand je dis tous, je pense aux chefs d'entreprise, je pense aux élus, je pense aux associations, mais aussi aux citoyens. Et toutes ces personnes vont réfléchir ensemble à un projet qu'ils vont concevoir par rapport aux forces et aux faiblesses du territoire. Et il y a déjà dans ces pays, dans ces pôles territoriaux, une culture de travailler ensemble. Et ce n'est pas inné. Il ne faut pas croire que parce que l'on va décider que demain nous allons travailler ensemble, c'est quelque chose d'évident. La coopération, ça n'est pas quelque chose de vertical qui vient d'en haut et qui s'applique sur la base. C'est vraiment une construction horizontale voilà, de tous les acteurs qui se mettent en mouvement et qui s'approprient le projet. Parce que, cela a été rappelé également, nous avons des enjeux devant nous qui sont très importants, et si nous voulons les atteindre en termes, par exemple, de décarbonation, eh bien, il faut que tout le monde comprenne qu'il a un effort à faire, également à titre personnel, pour changer son comportement. Et voyez-vous, c'est tellement un sujet d'actualité, et je suis ravie d'être à cette table aujourd'hui, que nous venons de publier un vade-mecum qui s'appelle « Coopérer pour mieux réussir les transitions ». C'est vraiment au cœur de nos réflexions. Nous avons conduit ce travail avec le Rameau, la NCT, la Fédération des caisses d'épargne et Néoclide, et je les remercie tous de leur travail à nos côtés. Et nous expliquons dans ce vade-mecum ce qu'est la coopération, comment elle s'opère. On est là dans la confiance, on est là dans l'envie de travailler ensemble. La coopération, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui est volontaire, l'envie d'aller vers l'autre, de faire avec l'autre. Et encore faut-il trouver aussi des axes de travail ensemble, et ça n'est pas évident. J'ai certains de mes adhérents qui ont signé, comme vous l'évoquiez, des contrats de réciprocité.
Certains ont très bien fonctionné. Ils ont eu un peu de difficulté à se mettre en route. Je pense par exemple à la métropole toulousaine qui a signé avec le pays Terre de Gascogne. Et ensemble, eh bien, ils ont finalement convenu qu'effectivement, le rural ne pouvait pas faire sans l'urbain, mais l'urbain ne pouvait pas faire non plus sans le pays Terre de Gascogne qui était là pour les alimenter, pour les aérer aussi. Et il y a une complémentarité qui a été trouvée entre ces deux territoires et qui a été réfléchie et construite ensemble. Alors, on abordera la question des outils, hein, de la contractualisation, de la réciprocité. Les pôles que vous représentez sont dits d'équilibre, là aussi, donc dans cette solidarité horizontale avec des territoires urbains et ruraux qui sont, selon la belle expression, solidaires, mais solidaires à la fois entre le rural, avec un rural qui redresse la tête, j'ai l'impression, en vous entendant les uns et les autres. Oui, complètement. Vous savez que moi, je suis très, très attachée à la ruralité depuis toujours, parce que déjà, comme vous le disiez, je suis née, j'ai grandi dans une commune de 870 habitants, et qui est cependant un pôle de centralité, avec tout ce que comporte une centralité, c'est-à-dire des services, des écoles, tout ce qui concerne la santé, etc. Et je crois vraiment que, oui, il faut aussi que les ruraux intègrent le fait qu'ils ont beaucoup de richesses. Il faut qu'eux-mêmes en soient conscients, pour qu'on puisse les valoriser et mieux les vendre auprès des urbains. Parce qu'encore une fois, je vous le disais, il n'est pas évident, je rejoins ce que disait notre collègue, nous avions l'impression, les territoires ruraux, de faire un petit peu l'aumône auprès des territoires urbains. Et je pense qu'aujourd'hui, la transition énergétique, la décarbonation en est certainement le premier levier. Les urbains ne feront pas sans les ruraux. Et effectivement, le mix énergétique, il repose d'abord sur les territoires ruraux. Alors, je rappelle que ce débat, c'est le vôtre, que vous pouvez intervenir, qu'il y a des points micro dans les allées de l'auditorium pour que vous puissiez témoigner, proposer, mais aussi nous faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer et faire des propositions pour améliorer les choses, pour que soient portés des outils qui fonctionneront mieux pour faire vivre ces solidarités. Marie-Christine Loyer, vous êtes maire de Louvilliers-les-Perches. C'est une commune de 180 habitants en Eure-et-Loir, mais vous êtes présidente du pôle territorial du Perche. Tout à l'heure, on disait, et avant tout, ça marche tout seul, hein. On disait ces territoires, ils sont des territoires aussi de production, des territoires de développement. On évoquait à l'instant la nécessité d'y trouver des centralités avec des services, mais aussi d'y créer de la richesse. Effectivement. La richesse est très importante, l'économie, le développement économique est très important. Et je vais vous citer un exemple de coopération et de développement économique pour essayer. Déjà, on a fait partie du dispositif territoire d'industrie. Nous avons été labellisés en 2019 territoire d'industrie. Et c'est un bel exemple de coopération puisque sur un territoire situé sur 3 régions différentes, Normandie, Centre-Val de Loire et Pays de Loire, 4 communautés de communes et 3 départements. Donc on peut transcender les limites administratives. Absolument. Pour construire un projet que vous bâtissez avec vos collègues élus, mais aussi avec tous les partenaires économiques du territoire, en pensant la production, la formation. C'est tout cela, ce projet. Oui, absolument. Et surtout avec les élus, bien entendu, mais également avec les industriels. Et puis avec l'État, et là aussi on a besoin, pour que ça fonctionne, d'outils, de moyens qui associent l'ensemble des acteurs. Oui. Alors nous avons d'abord signé un protocole d'accord en 2019 avec la ministre Jacqueline Gouraud, et ensuite nous avons signé une entente économique avec les 3 communautés de communes. Les industriels ont évidemment été associés puisqu'il s'agit de développer des industries. Nous sommes situés dans la vallée de l'Huine, avec 2 pôles de centralité, mais l'un, Nogent-le-Rotrou, qui fait à peine 10 000 habitants, et l'autre, La Ferté-Bernard, avec à peine 9 000 habitants. Donc c'est vraiment un territoire rural, avec 40% de la population salariée qui travaille dans les entreprises industrielles. Donc ça en fait la première vallée industrielle de France, en fait. Et ce qui était dit aussi, justement, c'est l'importance de ce tissu industriel dans des petites villes. Vous citiez Nogent-le-Rotrou, qui est d'ailleurs aussi dans le dispositif Petite Ville de demain. Dans Cœur de Ville, Nogent-le-Rotrou. Cœur de Ville. Mais d'autres communes qui sont dans d'autres dispositifs. Et cela aussi, ça crée un effet d'entraînement, disiez-vous. Absolument.
Et donc, il y a eu un diagnostic qui a été fait du territoire, enfin des industries pour voir leurs besoins. Et là, on arrive à la phase de concrétisation. C'est-à-dire qu'il a été... Alors, nous avons candidaté à territoire d'industrie 2, et normalement, nous sommes lauréats. Alors, le périmètre a un petit peu changé, et nous accueillons la communauté de communes Karine Morin-Gloanec, des collines du Perche, mais toujours là dans la même région, Centre-Val de Loire. Et donc, nous avons, avec le travail qui a été fait sur territoire d'industrie 1, nous allons donc avoir un campus des métiers, puisque le problème du recrutement est vraiment prépondérant chez tous les industriels, et une école de production. Donc la formation, c'est aussi l'occasion d'attirer et de fixer des jeunes sur leur territoire. Absolument. En leur proposant un avenir et de le faire à une échelle suffisamment élargie avec ces petites villes, ces villes moyennes qui constituent votre pôle territorial. Et là, on est bien, mesdames les présidentes, et là je me tourne aussi bien vers Karine Gloanec-Morin parce que je crois que vous êtes dans le pôle territorial que vers Cécile Gallien sur cette nécessité, certes, d'avoir ce développement de qualité, de protéger la biodiversité, qui est un bien qui va être partagé avec l'ensemble de la nation, solidarité rurale-urbain, mais aussi d'avoir les moyens de son propre développement. C'était votre logique, Karine Gloanec-Morin, dans ce projet. Oui, merci. Je voudrais bien sûr saluer la ministre et saluer tous les collègues qui sont aujourd'hui avec nous pour ces échanges. L'ambition, en fait, quand ma petite communauté de communes a frappé à la porte du contrat territoire-industrie de Nogent-le-Rotrou, nous ne sommes pas dans le PETR, mais nous sommes communauté de communes associées donc, à ce contrat. C'était en effet d'utiliser un outil sur un territoire extrêmement rural, d'abord parce que nous sommes sur l'arrondissement de Vendôme et que l'agglomération de Vendôme ne souhaitait pas s'engager dans un contrat territoire d'industrie. Donc nous avons utilisé ces échanges déjà existants entre Nogent-le-Rotrou et ma communauté de communes pour construire construire avec le PETR du Perche une solidarité qui va nous permettre... Et je le rappelle, hein, votre communauté de communes, c'est 12 communes, 6100 habitants. Oui, c'est une toute petite communauté de communes qui a bénéficié, je dis bénéficié aujourd'hui. Quand ça nous est arrivé, on ne savait pas si c'était un bénéfice ou un handicap, mais bénéficier, oui, d'une adaptation de la loi NOTRe qui disait que dans des territoires très 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 peu denses, nous pouvions ne pas accéder aux 15 000, au seuil de 15 000 habitants. Donc voilà. Et aujourd'hui, on dit bénéficier, oui, parce que à 12 communes, c'est un dialogue qui est extrêmement fructueux. Et donc, l'idée de rejoindre le contrat territoire d'industrie du Perche, c'est bien d'associer notre activité agricole à ce bassin d'emploi qui est extraordinaire. C'est 11 000 emplois, le bassin sur lequel nous sommes maintenant, et puis le bassin d'emploi agricole, afin que l'industrie agroalimentaire et l'industrie qui existe sur la vallée de l'Huisne, en fait, bénéficient aussi à notre territoire, et dans un échange, comme le disait Josiane à l'instant, qui soit équilibré, puisque nous avons la spécificité d'une économie agricole et que, bien sûr, le campus de formation, il soit aussi accessible de notre côté, bien sûr, sur les populations de notre territoire, mais que le territoire du PETR du Perche puisse bénéficier d'un campus qui va exister aussi à Mondoubleau, dans la commune centre de ma communauté de communes, un tiers-lieu de compétences qui va être spécifique sur la formation, l'évolution des pratiques agricoles, mais aussi de l'artisanat et artisanat d'art, je rajoute. Alors là, on est sur les problématiques de développement et comment vous les intégrez aussi à ces obligations, à cet impératif vertueux aussi de biodiversité, de qualité environnementale qu'évoquaient vos collègues. Comment tout cela s'intègre? Alors, peut-être pour compléter aussi l'intervention du président du parc naturel régional des Bauges, la moitié de notre communauté de communes, des collines du Perche, donc la moitié en surface, pas en nombre de communes, mais la moitié en surface, va rejoindre le parc naturel du Perche,
dans lequel s'inscrit bien sûr le PETR du Perche. Et c'est dans cette dynamique-là aussi que nous avons voulu rejoindre d'ailleurs ma commune, parce que moi je ne suis pas maire de ma commune, je suis présidente de la communauté de communes, mais pas maire de ma commune. Mon maire est derrière moi, je crois, il est là, Jacques Granger. Mais pour prendre la parole, comme vous tous, je le signale, il y a des points micro que vous nous disiez aussi, les projets que vous portez ou les difficultés que vous rencontrez. Et donc, nous avons souhaité, quand nous avons fusionné, car ma commune est une commune nouvelle qui a fait fusionner 5 communes pour atteindre 1000 habitants, vous voyez la densité de population. Et donc, Couëtron-au-Perche a construit un projet de territoire, vous en avez parlé les uns les autres, et c'est vrai qu'on met une dynamique sur un territoire grâce à un projet de territoire partagé. Et donc, ce projet de territoire pour construire la commune nouvelle, c'était entre autres de rejoindre le PNR en candidatant à une commune au lieu de 5. Et donc, ça se fait. Et donc, la charte qui est en rédaction, nous sommes déjà dans le périmètre. Et dans votre parc naturel régional, cette dimension de la biodiversité, d'abord dire aussi la part qui est faite à la forêt, qui est très importante chez vous, mais au-delà, ce souci et cette reconnaissance comme territoire conservatoire, mais un conservatoire vivant, un conservatoire qui crée. Oui, la biodiversité aussi qui fait sens, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui parle à tout le monde, et voilà, on se met derrière cette volonté de la préserver parce qu'on a compris au fur et à mesure pourquoi elle est si importante, cette biodiversité. Et ensuite, il y a eu cette reconnaissance et je remercie le gouvernement sur la dotation biodiversité, aménité rurale. D'abord, les PNR en ont bénéficié, c'est en train d'être élargi, et les enveloppes doublées. Et pour nous, ça a été, pour les communes, parce que c'est la commune qui la touche, ça a été perçu comme une vraie reconnaissance de ce qu'elle peut faire, effectivement, ce que ma collègue évoquait, pour le bien de la nation, en quelque sorte. Et une reconnaissance des efforts faits. Parce qu'effectivement, il y a des efforts faits par ces communes, pas toujours bien rétribués, ou pas du tout d'ailleurs, parce qu'en face, il n'y a pas d'impôt. On entretient des sentiers, on entretient des paysages, des espaces de ressourcement, des espaces de production alimentaire, etc. On a une responsabilité vis-à-vis de l'eau qui tombe sur ce territoire et qui va alimenter toutes les communes du bas et les villes. Et toute cette responsabilité, ces efforts que font les communes, à un moment donné, il faut le reconnaître. Et pour moi, ça a été d'abord ça, c'est un premier bel effort. On essaye de le valoriser, nous, parcs, en disant aux communes, ça rentre dans la DGF des communes, donc elles en font bien ce qu'elles veulent. Mais on dit, écoutez, ça serait quand même Parce que certains ont dit aussi que c'était parfois du recyclage de DETR ou des recyclages de dotations. C'est ce qu'on entend et ce qu'on a entendu. Après, à nouveau, c'est tout un travail pédagogique qui est fait. La chance d'avoir un PNR qui agit avec ses équipes et ses élus convaincus, de dire cet argent-là, ça serait peut-être bien que vous lanciez, par exemple, dans un atlas de la biodiversité communale, qui est un outil formidable aussi pour rassembler les habitants autour d'un projet commun sur une commune. Là, du coup, on s'attache, l'attachement à la commune, à l'appartenance, le côté identitaire est extrêmement important pour les habitants et les élus. Voilà, on incite mais on laisse la liberté, toutefois, aux élus. Christine Deneville, vous la touchez, vous, cette dotation de biodiversité ? Non. Alors, je vais revenir un peu sur mon idée première. Moi, je suis absolument ravie de ce que j'entends. Je ne fais pas partie d'un PNR. C'est pas parce que je le veux pas, c'est parce qu'entre le PNR et moi, des deux côtés, je suis entre deux PNR, moi. Et puis sur ma droite et sur ma gauche, bon, voilà, ça marche pas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, il me semble qu'il y a vraiment deux niveaux. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de nous dire, et puis cette fameuse reconnaissance de la dépendance qui doit être complètement assumée, générale. Et parce que mais comment elle peut se faire, cette reconnaissance ? Ce que je crains, c'est que certaines villes ou certaines métropoles mettent en place ces fameux contrats de réciprocité. C'est ce que notre collègue disait, Toulouse, ça a mis un peu de temps à venir. Enfin bon, moi je serais ravie que ma ville métropole s'en soucie. Je ne sais pas si elle le fera. Guillaume Guérin n'est pas dans la salle, mais je l'appelle quand même, il l'entendra peut-être. C'est le maire de Limoges. C'est le président de la métropole. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas que ça se transforme en
en petit événement, en petit accord, plus ou moins local et plus ou moins large, mais qui reste local et large. Je crois vraiment qu'il faut voir. Alors moi, je sais bien qu'il ne faut pas légiférer sur tout et qu'on ne peut pas légiférer sur tout. Mais peut-être que ces contrats de réciprocité, est-ce qu'on pourrait imaginer de les rendre plus appétants, incitatifs, obligatoire peut-être à partir d'une certaine taille Enfin, je ne sais pas, vous me demandez, moi je n'ai pas, Madame la Ministre pourra répondre sur cette question-là, mais il faudrait, je crois qu'on ne peut pas faire seulement encourager, dire bravo aux gens qui font bien. Je crois qu'il faut vraiment voir ça dans l'ampleur. Et c'est vraiment ça que je porte aujourd'hui. Voir ça dans l'ampleur, et puis tout à l'heure vous disiez tout ce qu'on porte en ressources énergétiques, mais puis aussi à côté de ça, toute la civilisation des loisirs, les gens qui viennent le week-end marcher sur vos chemins. Je suis ravie que les gens de Limoges, bon maintenant la métropole est identifiée clairement, viennent sur les espaces, les chemins de randonnée. Je suis absolument ravie. J'ai des collègues dans la salle qui sont ravis aussi. Et qui les entretient, vous nous dites. Hein. C'est ça, c'est qui les entretient. Mais ça, c'est un sujet. Je prenais le sujet des énergies, là, où comment est-ce que non seulement le territoire est reconnu, la commune, mais aussi les gens qui habitent ce territoire. Comment est-ce qu'on leur reconnaît une valeur au niveau de la nation, parce qu'à un moment donné, ils ne font pas que protéger, pardon Madame la Ministre, les mares, les tourbières et les bords de Loire, mais on va nous demander beaucoup plus que ça demain matin. Ça va être complètement intégré avec les enjeux de la biodiversité, mais ça va très largement... Vous comprenez, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un retournement de cerveau à faire. Bon, je ne suis pas tout à fait peut-être où il faut dans les instances décisionnaires, mais je pense que sans ce retournement de cerveau, on va créer tellement de frustration et tellement d'impossibilités à faire. Comme je disais tout à l'heure, moi je ne peux pas simplement dire aux habitants qui travaillent pour la nation et merci beaucoup. Il faut qu'à un moment donné ça soit pris en compte, vraiment, et on est dans une civilisation où quand quelque chose est pris en compte, très souvent ça ressemble à du financier. C'est comme ça que ça s'exprime. Voilà. Voilà, une reconnaissance sonnante et trébuchante. Oui. Sonia Lahiri, je rappelle, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, justement, auprès du ministre de la Transition écologique. Vous répondez à cette demande très concrète. Demande très concrète et en réalité, prise de conscience nécessaire. Si on fait un constat très à froid, aujourd'hui, il se passe quoi autour de nous? C'est 1 million d'espèces qui sont en danger. C'est une raréfaction de la ressource de l'eau. D'ici 2050, on a 40% d'eau en moins. C'est une réelle dépendance à des services écosystémiques rendus par la nature gratuitement. Et tout à l'heure, on parlait de développement économique. C'est Cécile qui disait la part de l'industrie, de la création de richesses dans notre pays, dans nos territoires ruraux en particulier. La réalité, elle va être très simple. Bien sûr qu'il faut cette reconnaissance, mais pour écrire cette reconnaissance aux habitants, et pas spécialement aux territoires, parce que bien sûr, il y a des outils. Les territoires, c'est les aménités rurales, c'est l'agenda rural, c'est 100 millions cette année, c'est un financement plus fort pour les zones qui sont protégées, que la protection soit Natura 2000, PNR, ça peut être des protections fortes, moins fortes, les aires. Il y a des outils qui permettent d'aller chercher du financement quand on protège. Mais si on veut aller chercher, je veux dire, l'âme rurale, l'adhésion du citoyen qui, lui, peut-être n'a pas encore conscience parfois à quel point il est nécessaire, eh bien là, il faut changer de récit. Et là, je sais peut-être que mes propos peuvent interloquer, mais cette question du bien-être, cette question de la dépendance, mais de la dépendance réelle, parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté énergétique. Mais il n'y a aucune de ces souverainetés s'il n'y a pas de souveraineté du vivant. Je veux dire, si le vivant ne va pas bien, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et c'est là où il faut aller chercher en réalité les entreprises sur nos territoires également. Parce que s'il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus d'agriculture. Qu'on parle d'agrovoltaïsme, qu'on parle de transition agroécologique, qu'on parle d'agriculture biologique ou conventionnelle, peu importe. La réalité, si on ne va pas chercher ces industriels sur nos territoires pour la réduction de l'eau et donc la préservation du grand cycle et du petit cycle de l'eau, ils n'ont plus de modèle économique. Aujourd'hui, c'est 50% du PIB mondial qui dépend de ces services et qui sont rendus où? Ils sont rendus dans les territoires ruraux. Donc le rôle de l'État,
Bien sûr, il est de porter les outils vers les collectivités, de permettre cette reconnaissance de la place des citoyens sur le territoire. Mais moi, je pense qu'il faut aller chercher tout le monde. Tout le monde, c'est nos industriels, le modèle économique, le rôle, bien sûr, des métropoles, des intercos et des comités d'agglo. Mais pour réussir ça, il faut... il faut que les âmes se convergent. Et pour ça, j'ai lancé il y a quelques jours un projet absolument hybride. Alors, sympa de côté, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il faut aller chercher l'émerveillement, parce que le combat du climat et le combat de la biodiversité, c'est des combats jumeaux. On a réuni au ministère des artistes. Alors, ça fait parfois sourire au ministère de l'écologie, mais je vous assure, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on crée de la cohésion sur nos territoires. Des artistes, alors il y a des écrivains, des auteurs, des élus locaux. Ça va parler tout à fait à Karine Vlanek-Morin, qui justement pense que le développement doit avoir impérativement une dimension culturelle. Il n'y a pas de développement des territoires et je pense que c'est un sujet partagé. Mais pour le changement du regard sur nous-mêmes, en fait. Pour le changement même de la position, de la posture dans le débat. Tout cela aussi fait parler de cette qualité de vie que vous évoquiez tout à l'heure. Absolument essentiel. Et donc en réunissant finalement les élus locaux plus ces chercheurs plus demain ces artistes, quels que soient les artistes, on va financer l'écriture de nouveaux récits. C'est pas pour le plaisir de créer du récit, c'est parce que c'est comme ça qu'on transformera la méthode. Et cette méthode, elle devra se transformer en ayant des élus locaux des territoires ruraux et pas exclusivement que des intercos ou des plus grandes communes au cœur des dispositifs permettant bien sûr de continuer à accompagner les territoires les plus protégés, parce que ça c'est quand même mon job, mon rôle, et parce qu'on en a besoin, parce que la réalité c'est qu'on est en train de vivre un effondrement, enfin la réalité elle est quand même dramatique, mais cet effondrement, le seul qui peut l'inverser, c'est l'homme. En fait, on est dépendant de ça. Et on a la capacité de faire. Et les espaces, aujourd'hui, ils sont dans nos territoires ruraux. Et si on arrive à inverser cet effondrement du vivant, parce qu'il y a une prise de conscience de la richesse et de la dépendance, et donc ce n'est plus une solidarité, gratuite, de bonne âme, c'est en réalité une vraie dépendance. Mais aussi, demain, nos industriels ne pourront plus faire ce qu'ils font s'ils n'ont pas ces ressources. Dans ce vivant des conflits d'usage, tout à l'heure, Philippe Gamin évoquait le ZAN avec toutes ces contraintes qui ne doit pas être là pour freiner aussi le développement. Comment vous travaillez sur ces sujets, vous, Philippe Gamin, justement pour arriver à allier le développement à l'échelle de votre PNR, de votre parc, et puis trouver des pôles de centralité, des pôles de développement et résoudre la question de la sobriété foncière? D'abord, la sobriété foncière, ça fait des décennies qu'on y travaille dessus dans les parcs, 60 ans d'existence, et on faisait déjà du ZAN, puisqu'on a récemment on a fait une étude et on montre qu'on est 2 fois moins toute proportion gardée, toutes choses égales par ailleurs, 2 fois moins consommateur de foncier à l'intérieur d'un PNR qu'à l'extérieur d'un parc. Ça, c'est des chiffres précis. Et tout ça parce que la sobriété de consommation foncière, pourquoi? Parce qu'on a privilégié, on s'est dit d'abord les espaces naturels et les espaces agricoles en termes d'espace de production alimentaire. Et à partir de là, quand on se fixe cet objectif-là, naturellement, on va être plus sobre en consommation foncière. Après, on s'est aventuré dès que le ZAN est sorti, on était en pleine révision de notre document stratégique qui est la charte, à tester une méthode et basée effectivement sur ce qu'on a appelé une armature territoriale. En disant, en milieu rural, on a tout un tas de communes, 67 communes sur un massif, qui ne fonctionnent pas toutes de la même façon, qui n'ont pas toutes les mêmes besoins, mais on a quand même bien identifié des bourgs-centres qui sont au cœur du massif, vraiment en altitude, et puis des communes sur les piémonts, et elles aussi n'ont pas les mêmes besoins proches des villes, etc. Et essayer d'imaginer finalement quels vont être leurs besoins en matière foncière de ces communes-là, de ces micro-territoires sur un territoire cohérent géographie. Et la géographie prend toute son importance dans cette méthode. Et on n'appliquera pas la même d'un territoire à l'autre. C'est là où je dis qu'il faut avoir confiance aux élus territoriaux qui savent les besoins et les attentes de leur territoire. Et donc se dire, nous, voilà, ici, oui, il y a des enjeux. Ce bourg-centre, il est important parce qu'il va pouvoir faire vivre une dizaine de communes autour. Ma commune, je suis à 5 km d'un bourg-centre. À quoi bon, finalement, continuer à développer l'habitat? On y est bien.
l'enjeu, c'est la mobilité, c'est comment mes habitants vont à ce bourg-centre pour les services, voire de l'emploi, etc. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit solidarité urbain-rural, c'est que d'abord la solidarité, elle commence avec la petite ville, le bourg, qui est le premier pôle de centralité. Et c'est ce maillage que vous avez essayé d'organiser dans le cadre du parc naturel régional, avec, là encore, des pôles qu'on appellerait d'équilibre à l'intérieur de ce parc et de ce territoire. Et puis, ça c'est l'intérieur, on va dire, du massif. On est vraiment dans la ruralité, faible densité. Puis plus on se rapproche des villes, plus on a des communes qui sont sur les piémonts et qui, elles, ont d'autres besoins et qui viennent aussi en complément de ce que peut apporter les villes. Et c'est à travers aussi cette façon de faire, cette méthode, en mettant tout le monde autour de la table, les élus, les habitants, les socioprofessionnels, quels sont les besoins aussi des socioprofessionnels sur ce territoire, eh bien qu'on arrive finalement qu'on arrivera à trouver vraisemblablement un accord. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence des territoires, et notamment des territoires ruraux. On a peu d'argent, peu de moyens, et on se doit d'être intelligent dans nos façons de faire, dans nos méthodes, dans nos moyens. Donc, on doit croire en nous. Et effectivement, ce qui est une contrainte, ce fameux ZAN dont on parle tant, c'est ce qu'on aurait dû faire dès les premiers postes, même avant, parce que l'état d'esprit était déjà dans les premiers documents d'urbanisme, c'était ça, c'était concevoir un aménagement du territoire équilibré en fonction des besoins, mais on n'y a pas réussi parce qu'on a mis des chiffres, et puis maintenant, voilà, les SCOT, 7 ans, il faut accroître la population de temps pour les 10 ans à venir, donc on le décline jusqu'au plus petit niveau, et c'est dommage d'intégrer uniquement, j'exagère, cette notion d'accroissement de population et de besoins, donc de logement et d'emploi, etc. Il y a d'autres critères qu'il faudrait intégrer dans ces documents de planification. Et là, on arrive sur la planification. Et là, je remercie encore une fois aussi le ministère, parce que je fais partie du réseau Planif Territoire qui a été mis en place par le bureau de la planification. On est plusieurs élus à réfléchir cette planification-là, peut-être autrement, en intégrant des critères qui sont beaucoup plus peut-être subjectifs, ceux que j'ai évoqués, mais il y en a d'autres, sur la qualité de vie, sur la biodiversité, etc., dans ces documents de planification et se donner comme objectif autre que des objectifs chiffrés de production de logements, etc., etc. Cécile Gallien, dans cette dimension environnementale, qualité de vie sur les territoires ruraux, mais aussi reconnaissance de cet apport de ces territoires à la solidarité nationale, alors qu'on arrive au terme de ce premier temps de débat, comment mieux le prendre en compte, comment mieux l'identifier, comment aussi lui donner de la valeur, et puis essayer de créer aussi une justice sociale, mais aussi financière entre les territoires. Oui, moi je pense qu'il en va de la cohésion nationale. Nous avons encore en France la chance d'avoir des petites villes, des petits bourgs qui structurent en fait la possibilité de vivre partout dans nos départements. Nous l'avons encore, ce n'est pas le cas en Espagne, on en parlait tout à l'heure. L'Europe va perdre 30 millions d'habitants en 2030. Nous sommes confrontés dans nos territoires ruraux, parfois, et quand j'en parle autour de moi, beaucoup finalement de maires se disent « mais moi, j'ai des nouveaux habitants qui viennent s'installer chez moi, des jeunes, des anciens, et finalement à y réfléchir, qu'est-ce qui me reste en logement? Pas grand-chose. Ou alors des logements très dégradés. Il nous faut une véritable politique alors, de maintien des centralités, c'est ce que vous avez mis en place, et c'était fondamental, et il faut continuer à le faire. Il nous faut une politique adaptée au logement dans nos territoires ruraux. Parce que chez nous, les investisseurs privés ne viennent pas, ou très peu. Alors quand on a la chance d'avoir un peu d'ANA qui nous finance à 70%, on va dire la rénovation de l'habitat insalubre, c'est bien, mais il faut finir le travail. Donc c'est absolument fondamental de considérer cet espace, ces 88%. On s'est battu il y a 5 ans pour que l'INSEE ne définisse pas les territoires ruraux comme ce qui n'étaient pas les villes. Aujourd'hui, nous avons une carte des communes rurales avec leur typologie. Regardez, prenez-en connaissance. Il faudrait que toutes les politiques publiques s'inspirent de la réalité de ces territoires ruraux.
Et il faut aussi qu'on fasse, on est nombreux là, dans l'assistance, il faut qu'on le dise aux médias, qu'on le dise partout à nos amis qui vivent dans les villes. Mais imaginez 88% de la France en moins. Imaginez que tous ces territoires ruraux ne soient plus du tout vivants, habités, entretenus, productifs. Voilà, alors je suis un peu, vous m'excuserez. Dire cette fierté de territoires ruraux, l'affirmer, et aussi voilà, en faire la pédagogie, l'expliquer à nos concitoyens. Il faut qu'on l'explique de manière positive. On est tous là à œuvrer, nous les maires ruraux ou urbains, pour garder ce lien social, pour attirer la population, pour faire que nos enfants ou nos petits-enfants ou ceux qui viendront, leurs amis, aient envie de vivre et de continuer ce fil de la vie formidable qui existe dans les territoires ruraux. Tout à l'heure, on parlait d'industrie, mais dans mon territoire en Haute-Loire, à l'est du département, ils étaient paysans et ils tissaient. Et puis tout d'un coup, quand le tissage n'a plus existé, ils se sont mis à d'autres industries, d'autres productions. Ils se sont toujours adaptés. Nous sommes ingénieux, nous roulons pas sur l'or malheureusement dans les territoires ruraux, mais nous sommes ingénieux. Et qu'y a-t-il de plus important en France et dans nos territoires si ce n'est la ressource humaine? Et là-dessus, on a un chantier mais immense pour permettre à nos jeunes de se former le plus possible et permettre à ceux qui veulent venir chez nous et apporter leurs compétences diverses et variées à pouvoir le faire. Voilà. Dans cette dynamique, par exemple, cette logique de pôles territoriaux qui nous était présentée. Une dernière question peut-être à Bertrand Hochecorne, et là je me tourne vers le coprésident de la commission transition écologique. C'est la reconnaissance de la valeur, l'évaluation de cet apport. Parce qu'on est tous d'accord, on entend autour de la table qu'en plus il y a des dispositifs maintenant, dotation biodiversité, mais la reconnaissance et l'évaluation, la valeur de cet apport, pour l'instant on est encore dans le flou. Oui, c'est un peu difficile. La question est difficile pour terminer, surtout après l'excellente parole de Cécile. Mais c'est une question que je me pose depuis un petit moment, parce que c'est vrai que cette dotation, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Elle a augmenté très nettement en 4 ans, c'est une très bonne chose. Par contre, on a l'impression que c'est une vision très administrative des choses, 75%, puis maintenant 50% dans un PNR, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. C'est une réflexion qu'il faut que vous engagiez, Madame la Ministre, avec nos associations d'élus. Je pense à l'Association des maires de France, bien sûr, aussi à l'Association des maires ruraux de France, mais ça concerne aussi toutes les associations d'élus, et qu'on réfléchisse à ces apports-là. Alors, je n'ai pas de réponse à votre question là maintenant, mais il faut compter tous les points de forte biodiversité. C'est fondamental de les avoir, de les conserver. Il faut considérer l'eau, qui est important, la qualité de l'air qui va aussi dedans. Alors, je n'ai pas la formule magique, mais on va la trouver. Mais ça aussi, c'est la nécessité donc de progresser. Comment on rentre dans cette meilleure évaluation pour avoir aussi une justice entre les territoires, comme vous le souhaitez et vous le dites. Si on veut que tout ça soit sonnant et trébuchant, comme vous le dites. C'est pas qu'une question d'élus. On peut discuter interminablement, mais on a besoin de choses objectives. Donc, Madame le ministre, il faut mettre des chercheurs là-dessus. Et des chercheurs qui soient sur sciences dures et sciences molles, comme on dit, aussi bien des sociologues, des artistes qui sont des chercheurs à leur façon, et des chercheurs objectifs. Il nous faut des choses objectives, voilà. Plus que il faut que ce soit complémentaire. Et puis, plus le reproche qui est souvent fait de reconversion de crédit qui était déjà là, réorientation, pour comprendre là encore qu'on est sur quelque chose qui est sérieux à vous entendre. C'est ça la question, c'est de comprendre qu'il y a un enjeu de complémentarité, de solidarité rurale, urbain, mais qui doit être reconnu. Juste sur cette complémentarité, moi je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut faire évoluer le parcours. Il y a toujours cette suspicion de est-ce qu'on a recyclé des budgets? La réalité, c'est que le budget de la biodiversité, il augmente cette année de 1,2 milliard. Il y a évidemment les 100 millions pour les aménités rurales et biodiversité. Il y a des très belles choses sur l'eau, c'est 475 millions. Il y a 400 millions sur la stratégie nationale biodiversité. Mais tout ça, c'est des millions qui sonnent pas dans la réalité de la vie quotidienne. Pour gagner cette reconnaissance et cette inversion, il faut que la biodiversité du quotidien impacte la vie quotidienne des habitants. Enfin, il faut reconnecter ces deux points-là. Et pour le faire,
C'est ce qu'on essaye de faire avec la planification, et je pense que partir de la planification et essayer de le mettre au quotidien dans toutes les politiques publiques, c'est inviter, repenser la relation du process de mise en œuvre de la politique publique en intégrant en réalité les élus dès la construction même. Moi, j'ai vu des services chez moi, et je terminerai pour ne pas être trop longue sur ça, me dire, mais très sincèrement, et je le sens dans la sincérité de la parole, on a essayé de simplifier. On a été au maximum, Madame la Ministre, et dans mes services. Parce que, regardez, on est parti de là, on est arrivé là. Mais la réalité de la perception de la mise en œuvre à la fin, au bout de la chaîne, elle reste complexe. Et encore plus sur les questions environnementales. Et donc l'enjeu, eh bien, c'est de commencer cette mutation d'une certaine manière en mettant nos services, qui soient territoriaux, qui soient dans la centrale, dans le cadre de la planif, mais dans le cadre de la territorialisation de la stratégie nationale biodiversité, avec le quotidien des élus locaux, ce qui nous permet en réalité de leur donner une sorte d'effet miroir de la mise en œuvre. Et là, ça change tout. Et c'est comme ça qu'avait été construit l'agenda rural, et c'est pour ça, en tout cas à mes yeux, qu'il y a des choses qui sont du coup pertinentes, parce qu'elles répondent non pas exclusivement à une demande ou à une commande de simplification, mais à une réelle compréhension, et on brise les perceptions, qui est à mon avis le plus grand des thèmes de nos administrations. Merci. Merci Sarah El Haïry, merci aux participantes et participants de cette première séquence de débat qu'on peut applaudir.